Amnesty International dénonce des conditions difficiles faites aux opposants dans les pays comme le Sénégal et la Mauritanie. L'ONG a appelé ses gouvernements à garantir à ces derniers des procès équitables. Au Niger, la fondation de la Première Dame lance une caravane de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite virale. Objectif, avoir une maîtrise des statistiques de la maladie et amener les populations à connaître leur statut. Au Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle a été reportée à ce jeudi matin pour des raisons pratiques. Il s'agit d'une information confirmée par des sources gouvernementales. Nous sommes le 16 août, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'ONG Amnesty International a appelé hier mercredi les gouvernements sénégalais et mauritaniens à garantir aux opposants des procès équitables et à leur garantir également le droit à la liberté d'expression. Ceci à l'approche d'échéances électorales du moins dans les deux pays d'Afrique de l'Ouest. L'ONG dénonce également, entre autres, des arrestations arbitraires et des procès inéquitables de plusieurs opposants. À l'approche de futures élections, Amnesty International a appelé les gouvernements sénégalais et mauritaniens à garantir aux opposants des procès équitables ainsi que le droit à la liberté d'expression. Au Sénégal, l'Organisation de défense des droits de l'homme relève dans un communiqué des exemples de procès inéquitables, dont celui du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné à 5 ans de prison ferme pour des détournements de fonds publics. Le communiqué, qui résume un rapport d'Amnesty sur les droits de l'homme au Sénégal, met également en exergue le cas de Karim Wade, également candidat déclaré à la prochaine présidentielle, condamné en mars 2015 à 6 ans de prison. L'ONG estime que son procès n'a pas respecté les normes internationales car il ne prévoyait pas de possibilité d'appel. Amnesty cite les cas d'autres opposants sénégalais et celui de djihadistes présumés condamnés à l'issue de procès inéquitables après une longue détention préventive et sans assistance de leurs avocats. L'ONG a par ailleurs dénoncé dans un autre communiqué les arrestations récentes en Mauritanie de 2 opposants et militants anti-esclavagistes, Biram Ould Abeid et Abdallahi Ould Hussein, et de 2 journalistes. Ces arrestations et détentions constituent, selon elle, les pires signaux d'intimidation, de harcèlement et de répression par les autorités mauritaniennes des voix dissidentes à l'approche des élections législatives, régionales et locales du 1er septembre. Au Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle entre le sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé, envisagé ce mercredi soir, a été reportée à ce jeudi matin pour des raisons pratiques. Il s'agit là d'une information confirmée par des sources gouvernementales. Des détails à travers donc ces images. Le ministre malien de l'administration territoriale annoncera jeudi les résultats du second tour de l'élection présidentielle du dimanche dernier. Selon un collaborateur du ministre chargé d'organiser les élections, ces résultats seront proclamés en direct sur la télévision nationale malienne dans la matinée. L'annonce pourrait avoir lieu à 9h30 GMT selon d'autres sources proches des autorités. Initialement, le ministère avait annoncé pour ce mercredi à 17h30 la publication des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Mais les procès-verbaux physiques des résultats des localités de Tessalit, de Médaka et de Nampala étaient encore attendus ce mercredi dans l'après-midi pour boucler la boucle. Le parti du président sortant a estimé mardi qu'Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable pour 5 ans à la tête du pays. Le camp de l'opposant Soumaïla Cissé estime pour sa part que son candidat serait élu si les résultats de plusieurs localités du Nord, caractérisées par du bourrage d'urnes, étaient écartés. Le vainqueur, issu de ce dernier round, entrera en fonction le 4 septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominance touareg. Au Burkina Faso, les 5 gendarmes morts dans l'est du pays ont été inhumés à Ouagadougou. 4 gendarmes et un civil, on se souvient, ont été tués samedi dans l'explosion d'une mine qui a fait sauter leur véhicule. Un autre gendarme a ensuite été tué dans une fusillade avec des assaillants. Voici les détails. La région est du Burkina Faso a été le théâtre d'une attaque qualifiée de nature terroriste par le ministère de la Défense burkinabé. 6 personnes, dont 5 gendarmes, ont été tuées. Les victimes ont été enterrées en présence de leurs proches et de plusieurs autorités du pays.
C'est une perte pour la gendarmerie, pour l'armée, pour les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes venus pour leur dire là, que malgré cela, nous tenons toujours bon et qu'il faille effectivement que nous nous mobilisions davantage pour lutter contre cette pieuvre-là et qui finira par être vaincue au grand bénéfice du peuple du Burkinabé. C'est vraiment un phénomène, je ne sais pas quoi dire, mondial de nos jours là, mais bon, ce qu'il y a, nous prions Dieu seulement pour que nos forces de sécurité là puissent dominer ces forces du mal. Nous souhaitons vraiment que les autorités puissent mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos FDF là, pour qu'ils arrivent à vaincre ces gars. Les victimes faisaient partie d'une équipe de la gendarmerie nationale chargée d'assurer la sécurité du site minier de Boungou de retour d'une mission d'escorte. Le véhicule de tête a sauté sur une mine à 100 km de Fada-Ngourma, chef-lieu de la région de l'Est. Le reste du convoi a essuyé des tirs nourris. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. En Angola, les chefs d'État de nombreux pays africains se sont réunis mardi pour un sommet dans la capitale Luanda. Un sommet qui a notamment porté sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les images. Luanda a abrité un sommet régional sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les assises ont regroupé plusieurs chefs d'État de pays africains. Ce mini-sommet est intervenu moins d'une semaine après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat à la fin de l'année en RDC. Sur 6 chefs d'État attendus, seulement 3 étaient présents. Il s'agit de l'Angolais Joao Lourenço, président du pays hôte, Denis Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville en tant que président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le Gabonais Ali Bongo qui préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les autres États, le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, sont représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Le ministre rwandais de la Défense est également présent, ainsi que pour l'Union africaine, le conseiller spécial du président de la Commission, le Mauritanien Mohamed Hassen Lebalt. Se prononçant sur l'actualité de la République démocratique du Congo, les chefs d'État présents au sommet ont salué le courage politique du président Kabila qui a renoncé à briguer sa propre succession. Quant à la situation au Soudan du Sud, les dirigeants africains ont souligné et salué la volonté de Salva Kiir et Riek Machar en vue d'une paix durable. Au Niger, la fondation de la première dame Aïssata Issoufou lance une caravane de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite virale. Objectif, avoir une maîtrise des statistiques de la maladie et amener également les populations à connaître leur état sérologique. On fait le point avec notre correspondance au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Déterminé à éradiquer l'hépatite virale au Niger, une maladie qui reste et demeure un réel problème de santé et dont les effets dévastateurs sur la population sont énormes, la première dame, à travers sa fondation Gourivi Meilleur, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le soutien des partenaires techniques, a lancé une caravane de sensibilisation et de dépistage de la maladie. Une maladie qui fait silencieusement plus de morts que toute autre maladie au Niger et dont malheureusement les populations semblent négliger, voire ignorer. Les objectifs de la caravane de lutte contre les hépatites sont multiples. Elle permettra, premièrement, de sensibiliser les populations sur les hépatites, les modes efficaces de prévention ou de traitement, le cas échéant. 2. Faire connaître aux populations leur état sérologique et les orienter en fonction des résultats. 3. Les inciter à se rendre au centre de santé pour se faire vacciner contre l'hépatite. Au Niger, faute d'une enquête nationale de séroprévalence, la situation réelle des hépatites virales reste inconnue. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique a invité les populations à s'approprier cette campagne de dépistage pour connaître leur statut. La caravane de proximité lancée à Niamey touche l'ensemble des 5 arrondissements communaux de la capitale. L'Afrique paie un lourd tribut avec près de 71 millions de cas d'hépatite chronique.
B et C, avec le risque de développer une cirrhose ou un cancer de foie. Au Niger, faute d'une enquête nationale de séroprévalence, la situation réelle des hépatites virales n'est pas encore connue. Les statistiques les plus récentes sont celles des centres régionaux de transfusion sanguine, rapportées dans les différents annuaires statistiques publiés entre 2004 et 2016. Mais le plus grave est que la majorité des personnes infectées ne sont pas au courant de leur infection et s'exposent au risque de développer une cirrhose ou un cancer de foie, d'où la nécessité de la détection précoce des cas. Conscient de la situation, le gouvernement nigérien s'est engagé dans la riposte par la mise à disposition des acteurs des ressources nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre les résultats escomptés. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a participé à Freetown à une cérémonie à l'occasion du premier anniversaire des inondations qui avait fait plus de 1000 morts en 2017. Occasion pour le chef de l'État de promettre la construction d'un mémorial sur le site du sinistre. Reportage. Après les inondations survenues l'an dernier, plus de 8000 Sierra-Léonais ont perdu leur maison. 500 autres ont perdu la vie. Plusieurs mois passés, les souvenirs du drame sont toujours présents dans les esprits des victimes. J'ai réveillé mes enfants. J'ai dit « sortons » parce qu'il pleut beaucoup trop. On est sortis et c'est vers 7h, 7h10 que le désastre a frappé. C'était le chaos. On a couru pour sauver nos vies. Je n'ai même pas cherché mes enfants. Pour marquer l'événement, le chef de l'État, Julius Maada Bio, a annoncé la construction de mémorial sur le site du sinistre. Nous allons transformer cette scène tragique en un mémorial national en forme de forêt pour inviter à penser aux victimes. Aujourd'hui, le monde entier a de nouveau le regard tourné vers nous à cause des souvenirs des images terribles et choquantes de la coulée de boue et des inondations de ce jour fatidique. Pour la petite histoire, le 14 août 2017, après plusieurs jours de pluie intense, un pont de la colline Sugarleaf, dans la banlieue de la capitale Freetown, s'était détaché. Des torrents boueux et d'énormes blocs de pierre avaient dévalé la pente abrupte, emportant les habitations du quartier de Regent en contrebas ou les recouvrant entièrement de terre rougeâtre. Au Bénin, le monde des religions endogènes est de plus en plus organisé. Des documents essentiels, notamment la charte pour la pratique des cultes endogènes et le code de déontologie des praticiens des cultes endogènes ont été édités au lendemain de la conférence nationale des forces vives des religions endogènes. À l'issue de cette conférence, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a rendu public ces précieux outils. On suit donc le président du bureau exécutif de CONASEB pour plus de précision. Le code de déontologie des praticiens des cultes endogènes du Bénin, un code qui comporte 67 articles. Puis nous avons la charte qui a été adoptée lors de la conférence des forces vives et autres acteurs des cultes endogènes du Bénin le 15 mai 2018, qui dispose de 12 articles en son sein. Et également qui parle de l'assainissement des milieux de cultes endogènes du Bénin, des clarifications conceptuelles au niveau de nos cultes endogènes du Bénin, de son champ d'application, des principes à valeur fondamentale, des engagements, du mécanisme de mise en œuvre et du suivi, mais également de l'entretien et de la mise en vigueur de la présente charte. La charte et le code de déontologie constituent un bréviaire pour chaque praticien des cultes endogènes, pour que nous soyons véritablement un dans la diversité, comme le stipule notre devise, l'unité dans la diversité. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le CONASEB entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.